Bienvenue à la restitution du baromètre Admical du mécénat d'entreprise en France et plus particulièrement en Auvergne. C'est pour nous la première fois que l'on organise un événement Admical en Auvergne sous cette forme, en format digital. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes plus de 100 personnes inscrites, ce qui démontre l'intérêt du mécénat sur notre beau territoire. Je souhaite, avant de démarrer, remercier l'ensemble de nos partenaires, la marque Auvergne, le groupe Omerin, l'entreprise Peretti, l'entreprise SR Développeur, l'ASM Impulsion, le MEDEF 634303, la CPME 6343 et enfin la Fondation ESC Clermont. Et pour introduire nos échanges, j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Françoise Roudier, directrice de l'ESC Clermont Business School, qui devait donc nous accueillir pour l'événement ce matin. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, super. Mais merci pour cet accueil. Et je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants et certainement de personnes connectées qui sont des membres de tous nos réseaux. Et c'est un peu notre particularité d'avoir ces connexions sur des sujets d'intérêt général. Alors, moi, je voulais dire que déjà, on est ravis de pouvoir participer à cet événement. Alors, plus spécialement la Fondation, mais évidemment l'école. Petit retour en arrière, il y a 5 ans, Marie Manson-Henrique nous a aidé à créer notre propre fondation qui aujourd'hui sert à la fois d'accélérateur pour beaucoup de projets de l'école et également qui sert notre politique d'ouverture sociale avec les bourses que nous donnons aux étudiants. Bon, là, c'est plutôt un petit clin d'œil à Marie et du coup à la concrétisation de notre fondation. Alors effectivement, il était envisagé d'accueillir cette manifestation à l'école, comme nous le faisons régulièrement. Bon, évidemment, les conditions sanitaires ne permettent pas de faire cet accueil en présentiel. Mais en tout cas, on vous donne rendez-vous très prochainement dès que on pourra rouvrir notre auditorium à des manifestations et puis partager ce qui va nous manquer aujourd'hui. Certainement, c'est le moment de convivialité post-échange, bien entendu. Et puis au-delà de cette introduction, donc dire aussi que le sujet du mécénat et des intérêts à la fois particuliers et de l'intérêt général que défendent les actions de mécénat nous tient particulièrement à cœur. Je crois qu'on est tous des acteurs du territoire, attachés à le faire rayonner, à le développer, évidemment, autant que faire se peut, à la fois acteurs publics, acteurs privés. Et je pense qu'au travers du mécénat et de toutes les actions que l'on peut conduire autour du mécénat, il y a une contribution directe au dynamisme du territoire, à des actions à la fois culturelles, sportives, économiques, sociales. Et je pense que cette solidarité des acteurs que nous représentons, elle est particulièrement importante dans le contexte, évidemment, a fortiori que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, tout ce qu'on pourra faire pour développer le mécénat d'entreprise sous toutes ses formes, nous pourrons, je pense, collectivement en être fiers. Et donc, j'ai hâte de découvrir à titre personnel les résultats du baromètre qui vont être présentés. Voilà, donc c'était juste quelques mots d'introduction pour dire qu'on est parfaitement motivé par le sujet et par les enjeux liés à cette thématique. Merci Françoise pour cette très belle introduction. Je dirais en effet que le mécénat, c'est une des clés qui permet le lien entre les acteurs du territoire, mais aussi de l'enrichir, de le développer et de participer à son attractivité. Et pour nous en dire justement un petit peu plus à ce sujet, j'ai le plaisir de donner maintenant la parole à Monsieur Nicolas Nuget, donc président de la marque Auvergne. Merci Marie, merci Françoise pour ces mots d'introduction. Donc au titre de la marque Auvergne que je préside et que je représente aujourd'hui, qui comporte environ 300-350 adhérents, je suis très heureux de participer à cette restitution. C'est toujours un moment fort et c'est toujours un moment très intéressant. Marie m'a donné 3 minutes, alors j'ai essayé de trouver 3 idées autour du mécénat qui, vous le savez, m'anime beaucoup. La première idée, c'est celle de dire que le mécénat est un fort levier d'engagement pour l'entreprise. Ça découle bien évidemment d'une stratégie, d'une réflexion autour de son rôle, autour parfois même de sa raison d'être et surtout de son ancrage sur le territoire. Pour moi, c'est aussi une forme de réciprocité, une façon, comme certains l'ont dit d'ailleurs, de rendre au territoire ce que le territoire nous a permis de réaliser, de créer, et pour ainsi dire presque même partager sa réussite.
On fait preuve, comme l'a dit Françoise d'ailleurs, de beaucoup de solidarité sur ce territoire auvergnat et c'est fort intéressant. On le voit notamment à l'égard des acteurs de la culture et des acteurs de la santé, voire même ceux du patrimoine qui connaissent une situation particulièrement compliquée depuis un an pratiquement. Le fort second effet de levier et d'engagement est celui que je définis autour des collaborateurs. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec la crise qui nous a beaucoup isolés. Ce télétravail, ces conférences, ces visios et autres font que beaucoup d'entre nous sont un peu en quête de sens parfois et se retrouvent très à distance des autres, peut-être un peu divisés dans une crise qui est très inégalitaire. Et l'entreprise, au travers de ses mécénats, a une réelle capacité je dirais, à rassembler des individus autour d'une cause partagée au travers d'un mécénat qui peut être, vous le savez, de 3 formes, financier, en nature ou bien en compétences. Et je pense qu'en la matière, l'attente des individus en la matière est assez élevée, car vous le savez, le mécénat est une véritable source d'émotion, de sens partagé et donc d'engagement collectif. Le troisième effet de levier, que j'intitulerais plutôt effet d'impact, c'est celui qu'il constitue au travers du territoire. Car le mécénat est réellement une économie réelle, qui est source d'emploi, source d'attractivité, bien sûr. Que serait Clermont sans sa dynamique culturelle et probablement sans son soutien qu'il porte à la culture pour ce qui est de l'Auvergne, au travers notamment de la Fondation du patrimoine. Je pense que c'est un lien social qui est essentiel, qui est authentique, qui rassemble les individus et on pourrait consister à dire que pour beaucoup, on ne se serait peut-être pas rencontrés sans cela. Et je pense que c'est très, très fort. Si j'ai un ou deux conseils à donner pour conclure, c'est que je pense que le mécénat s'inscrit réellement dans la durée, qu'il faut faire le bon choix, et ce n'est pas toujours facile, pour ceux qui notamment réfléchissent à devenir mécènes. Je dis toujours qu'il faut privilégier le domaine auquel vous êtes sensible, le domaine que vous aimez, mais il faut aussi savoir se laisser surprendre, peut-être se laisser guider. Vous serez étonné par les rencontres et par les émotions qu'il provoque assez souvent. Mais bref, je dirais, on n'est pas encore assez nombreux à en faire. J'ose dire qu'on peut largement oser le mécénat pour ses valeurs, pour les changements qu'il opère sur l'avenir. Vous connaissez ce qui guide mon enthousiasme en la matière. Je pense que le champ des possibles en Auvergne est immense, ne serait-ce que parce que les acteurs ont une réelle envie de collaborer ensemble, de se retrouver au travers des cercles des mécènes, au travers de la constitution de toute cette dynamique qui existe autour. Moi, je peux vous dire que tout ce que j'ai pu découvrir avec le mécénat m'amène à dire qu'il nous reste encore beaucoup de belles choses à faire, de belles choses à réaliser tous ensemble. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette très belle introduction. Je pense qu'un grand nombre d'entreprises présentes ce matin confirmeront vos dires. Et pour celles qui ne sont pas encore lancées dans l'aventure, j'espère que ça leur donnera envie. Pour terminer cette introduction, je voudrais citer le président d'Admical, François Deviès, qui a dit qu'être mécène aujourd'hui pour une entreprise ou un entrepreneur, c'est faire le choix de l'audace pour susciter une transformation en profondeur de la société, décider d'entraîner une dynamique porteuse de sens et d'avenir. C'est s'engager dans une démarche qui crée de la valeur pour le mécène tout en contribuant à l'intérêt général. Et sur ces quelques mots, je vais laisser la parole à Marion Baudin, responsable de la promotion du mécénat et du développement régional Admical, qui va donc vous présenter les chiffres du mécénat d'entreprise en France. Bonjour à tous, merci Marie de me donner la parole. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Donc avant de vous présenter les chiffres du baromètre du mécénat d'entreprise en France, quelques mots sur Admical pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Alors Admical, c'est une association reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1979. On est un réseau d'entreprises et d'entrepreneurs mécènes et plus globalement d'acteurs du mécénat. On a 2 grandes missions. La première, c'est de donner l'envie de faire du mécénat à de nouveaux chefs d'entreprise et de nouvelles entreprises. Donc, pour ce faire, on fait beaucoup d'informations, d'événements comme ce matin. Il y a beaucoup de choses aussi sur notre site internet en open source. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation et de diffusion des pratiques. Et puis, notre deuxième mission, une fois qu'on a déclenché l'envie, c'est de donner les moyens
aux acteurs du mécénat de se professionnaliser, aussi bien aux porteurs de projets qu'aux entreprises. Et donc, pour ça, on fait de la formation, du conseil juridique, des événements, de la mise en réseau. Et puis, on est un réseau de 200 adhérents qui cohabitent et qui font grandir la pratique du mécénat. Et puis, ce qui chapeaute aussi ces deux missions, c'est notre rôle de plaidoyer, de représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, afin de défendre le cadre juridique et fiscal du mécénat auprès des pouvoirs publics, puisque c'est un cadre qui est assez exceptionnel en France et qu'il faut maintenir. Alors voilà un peu pour le paysage. Maintenant, je vais vous parler du baromètre, puisqu'on est aussi un observatoire des pratiques. Et donc, tous les 2 ans, on mesure l'évolution du mécénat d'entreprise en France. Et donc, le dernier baromètre est sorti en décembre 2020. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les chiffres. Vous pourrez les retrouver sur notre site Internet et puis on pourra vous les envoyer évidemment dans le mail de remerciement qui partira tout à l'heure. Mais voilà, je vais vous présenter quelques grands chiffres et puis Marie ensuite vous présentera quelques chiffres spécifiques à l'Auvergne. Alors, ce baromètre a un petit mot de méthodologie. On se base sur 2 grandes sources. La première, c'est les chiffres du ministère de l'économie et des finances de Bercy qui nous donne pour 2018, on n'a pas de chiffres plus récents que 2018 de la part de Bercy. Donc, il nous donne le nombre d'entreprises qui ont déclaré des dons au titre du mécénat et le montant des dons. Mais comme on sait qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas leurs dons, on complète cette enquête par un institut de sondage qui est l'IFOP cette année, qui a fait 1400 entretiens téléphoniques auprès de nombreuses 1400 entreprises en France pour mieux connaître les pratiques des entreprises mécènes. Alors, donc, il y a une étude principale et des focus thématiques que vous pourrez retrouver. 4 focus sur le mécénat dans le sport, le mécénat dans la culture, le mécénat de compétences et le mécénat territorial. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous présenter les résultats de cette enquête chapeau, l'enquête principale. Alors, ce qu'elle nous dit, cette enquête principale sur l'évolution du mécénat en France, déjà, c'est que 2018 est une année qui confirme la croissance continue du mécénat en France. Comme vous le voyez, entre 2010 et 2018, le mécénat progresse aussi bien en termes de nombre d'entreprises qui déclarent des dons que de montant global. En 2018, c'est 96 000 entreprises qui ont déclaré des dons pour un montant de 2 milliards d'euros environ. Et comme je vous le disais, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne déclarent pas leurs dons. Donc, Admical estime qu'au global, c'est 9% d'entreprises qui sont mécènes en France pour un montant global qui est compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros. Donc voilà, globalement, le mécénat se porte bien et continue de progresser d'année en année. Mais alors, qui sont ces entreprises mécènes? On le voit, les entreprises mécènes, donc c'est énormément des petites et moyennes entreprises, ce qui est normal puisque c'est représentatif du tissu des entreprises en France. Mais le mécénat en France, il est quand même porté par les grandes entreprises ce sont elles qui portent l'essentiel du budget du mécénat en France, puisque les 0,3%, les grandes entreprises représentent 0,3% des mécènes en France, mais portent 53% du budget. Donc, on le voit, il y a 2 mécénats en France. Il y a vraiment le mécénat des grandes entreprises qui est très structuré, souvent à travers des fondations avec des gros budgets. Et puis, il y a tout le mécénat des ETI, des PME, des TPE qui sont dans les territoires, qui donnent des montants moins significatifs, mais qui sont tout aussi importants. En termes de montants, si on regarde les dons médians, pour une TPE, c'est en général quelques centaines d'euros. Ça peut être 800, 1000 euros. Pour une PME, en général, ça peut être quelques milliers d'euros, 4 000, 5 000 euros pour une PME. Pour les ETI, déjà, c'est un peu plus important. Ça peut aller de 40, 50, 60 000 euros. Et puis, pour les grandes entreprises, c'est plutôt des centaines de milliers d'euros. Là, c'est environ 850 000 euros en 2018, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs millions d'euros par an. Voilà, c'est évidemment des chiffres médians. Donc, c'est pour vous donner une estimation du don moyen des entreprises en France. Alors, ce qui est intéressant de vous montrer, c'est la part, le taux d'entreprise en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on le voit, MIC, c'est l'abréviation de TPE. Donc, on voit, il n'y a que 3,3% de TPE en France qui ont déclaré des dons en 2018. Donc, c'est quand même une pratique qui est encore minoritaire chez les TPE. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 3,3% de TPE mécènes, puisqu'il y en a d'autres qui font du mécénat sans déclarer leurs dons. Mais celles-là, elles échappent un peu à nos radars. Mais donc, on le voit, il y a encore une grosse marge de progression auprès des TPE. Pour les PME, c'est déjà un peu plus ancré dans les mœurs, puisqu'il y en a 1 sur 5 qui fait des dons et qui déclare ses dons. Pour les ETI, c'est 46%, donc on est presque à 50% d'ETI qui font du mécénat en déclarant leurs dons. Et puis pour les grandes entreprises, on le voit, là, c'est vraiment une pratique qui est ancrée dans les mœurs, puisque plus de 80% des grandes entreprises font du mécénat en France.
Alors, on va maintenant voir les pratiques des entreprises mécènes. Alors, d'abord, on va s'intéresser au secteur qu'elles soutiennent. Alors, si on regarde l'ensemble du budget du mécénat en France, 22% des fonds sont fléchés vers le domaine du social, 18% des fonds sont fléchés vers la culture et le patrimoine, 15% vers l'éducation, 15% vers le sport, 14% vers la santé. C'est probablement un chiffre qui évoluera avec le prochain baromètre vu la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui. 7% des fonds sont fléchés vers l'environnement et la biodiversité, 5% vers la solidarité internationale, 3% vers l'enseignement et la recherche supérieure et une part assez négligeable vers l'expression et la défense des droits. Alors, sachez quand même que là, on regarde les grandes masses au niveau du budget national, mais on se rend compte qu'en fonction de la taille de l'entreprise mécène, les sujets ne sont pas les mêmes. Par exemple, une PME, elle va très souvent aller vers le secteur du sport. Il y a aussi le secteur de la culture et de la santé qui sont les 3 domaines prioritaires pour une PME mécène. Pour une ETI, c'est souvent le secteur du social qui revient, le secteur de la santé également, la culture et le sport. Et pour les grandes entreprises, là, c'est beaucoup plus variable. Il y en a beaucoup qui vont vers le secteur de l'éducation, beaucoup aussi vers le social, la culture, mais aussi la santé, le sport. Donc, pour les grandes entreprises, elles sont sur plusieurs domaines à la fois en général. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les secteurs prisés par les mécènes. En termes de façon de faire du mécénat, c'est toujours le mécénat financier qui domine. On le voit, ce mécénat financier représente 78% du budget total du mécénat. Mais on voit quand même que le mécénat de compétences et le mécénat en nature progressent. Ils pèsent tous les deux à 11% du budget du mécénat. Et puis, donc, sachez qu'il y a quand même 21% des entreprises mécènes qui choisissent de faire du mécénat de compétences et 31% des entreprises mécènes qui choisissent aussi de faire du mécénat en nature. Donc, c'est des façons de faire du mécénat qui évoluent, et notamment le mécénat de compétences qui répond vraiment à un enjeu de sens et de demande de sens des salariés et qui a vraiment le vent en poupe. Et c'est quelque chose qu'on constate très fortement, et notamment la crise sanitaire a permis aussi à beaucoup d'entreprises de se lancer dans le mécénat alors qu'elles n'avaient pas forcément la trésorerie, mais elles avaient des compétences ou elles avaient des biens à donner. Et donc, on a vu à travers cette crise sanitaire que le mécénat en nature et en compétences ont beaucoup progressé. Alors, un chiffre qui va sûrement vous réjouir, c'est que 80% des mécènes qui s'engagent le font à l'échelle locale. Un mécène, quand il s'engage, il a besoin de voir et de sentir quel est l'impact de son action à côté de chez lui. Et donc, c'est vrai que la plupart des entreprises mécènes s'engagent à l'échelle locale. Il y en a quand même 32% qui le font à l'échelle nationale et 11% à l'échelle internationale, mais ça, c'est plutôt des grandes entreprises. Et puis, un dernier petit mot sur les motivations des mécènes, puisqu'on leur demande quand même dans ce baromètre pourquoi vous devenez mécène. La motivation qui revient en premier, c'est contribuer à l'intérêt général. C'est vrai que pour un mécène, l'envie première, c'est vraiment de répondre à une cause, à quelque chose qui lui tient à cœur et de sentir qu'on peut être une entreprise qui aussi contribue à l'intérêt général, notamment sur son territoire. La deuxième raison, c'est vraiment incarner les valeurs de l'entreprise, puisque c'est vrai que faire du mécénat, c'est une façon très concrète de montrer qu'on s'engage, de le montrer à ses salariés, de le montrer à ses clients, à ses partenaires, à ses prestataires et d'incarner vraiment ces valeurs. Et puis, une troisième raison qui revient souvent, c'est de soutenir l'innovation sociale, puisqu'une entreprise, elle peut aussi prendre des risques, ce que ne peut pas toujours faire les pouvoirs publics. Et donc, c'est une façon de soutenir des projets auxquels elle croit et qui sont innovants. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ces chiffres du baromètre. Quelques juste mots de conclusion et de perspective avant de passer la parole à Marie qui vous parlera de l'Auvergne. Alors, vous dire juste que le mécénat collectif, c'est quelque chose qui vraiment s'installe de plus en plus dans les pratiques. On voit qu'il y a 23% des entreprises qui agissent en collectif. Donc, nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup à Admical. On le sent, les mécènes se rejoignent entre eux, que ce soit au niveau national sur des causes ou alors à l'échelle territoriale, puisqu'ils ressentent que pour être à plusieurs, ils sont plus forts, ils peuvent mutualiser leurs moyens, leur réseau et avoir un vrai impact sur la cause qu'ils ont choisi de soutenir. Un mot aussi sur la réforme fiscale, puisqu'il y a eu une réforme de la loi mécénat en 2019 qui a notamment été très positive pour les petites et moyennes entreprises, puisqu'elles étaient parfois limitées dans leurs dons. Et donc, il y a eu la mise en place d'un montant de 20 000 €. Donc, sachez que pour toutes les entreprises qui parfois étaient limitées dans leurs dons, vous pouvez bénéficier de la réduction fiscale
jusqu'à 20 000 € de dons par an. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle pour toutes les entreprises, notamment les petites et moyennes. Et donc, on pense que cette réforme fiscale, c'est encore un peu tôt pour voir les effets, puisqu'elle a été mise en place, elle a été votée fin 2019, elle a été mise en place en 2020. Mais on espère que ça va pouvoir libérer le mécénat des petites entreprises. Et puis, évidemment, un mot sur l'impact de la crise sanitaire, puisque on le sent bien, cette crise sanitaire, elle impacte les mécènes. On le sent, il y a 6 entreprises sur 10 qui nous ont dit qu'elles allaient être impactées et qu'elles allaient faire évoluer soit leur budget, soit leur stratégie de mécénat à l'issue de cette crise sanitaire. Un chiffre quand même qui est positif, c'est que 72% des entreprises nous ont dit qu'elles allaient maintenir leur budget mécénat. Donc, c'est quand même plutôt favorable. Il y en a même 10% qui nous ont dit qu'elles allaient augmenter leur budget mécénat. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. On peut quand même se poser des questions sur celles qui ne faisaient pas encore de mécénat et qui vont probablement être assez impactées par la crise et qui vont peut-être se replier sur leurs enjeux propres plutôt que d'aller faire du mécénat. Mais en tout cas, les entreprises qui sont mécènes nous ont dit qu'elles allaient plutôt rester mécènes et maintenir leur budget mécénat. Donc, c'est plutôt encourageant. Voilà, Marie, je te laisse la parole pour faire un petit mot sur l'Auvergne. Merci beaucoup, Marion. Pour vous en dire un petit peu plus sur les données de notre territoire, donc on a 1854 entreprises qui font du mécénat en Auvergne contre 1583 en 2017. Mécénat déclaré. En termes de montant de dons déclarés, on a une très belle augmentation avec 43 millions d'euros de dons contre 29,7 millions de dons en 2017. Donc, ça montre un engagement qui est de plus en plus fort en fait sur le territoire et des entreprises qui viennent rejoindre le collectif de mécènes déjà présent sur le territoire. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'entre 2010 et 2018, on a un montant de dons déclarés qui a été multiplié par plus de 4. Donc, c'est une très belle progression. Et en termes de nombre d'entreprises, par 3. Alors, pour parler du don moyen des entreprises mécènes en Auvergne, qui est de plus de 23 000 €, on reviendra sur ce chiffre après. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très belle performance. Il faut donc aussi noter qu'au niveau de la région, parce que là, on parle vraiment de l'Auvergne, mais au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est en 2e position en termes de nombre d'entreprises mécènes en France. Donc, on peut vraiment dire qu'on est dans une région porteuse de sens et qui est très investie sur le sujet du mécénat. Le chiffre de 5,7% des entreprises nous montre néanmoins qu'il reste beaucoup à faire, puisque 5,7% des entreprises en Auvergne font du mécénat. Donc, on a encore une très belle marge de progression. Ensuite, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte national, comparativement, pour comparer par rapport aux anciennes régions, parce que là, on est sur le format ancienne région, l'Auvergne représente 1,9% des entreprises mécènes en France. On est 17e dans le tableau. Donc, voilà, on a encore une belle marge de progression. On voit l'écart aussi avec la partie Rhône-Alpes de la région. Forcément, voilà, la partie Rhône-Alpes, Lyon en fait partie. Donc, on a un bassin économique qui est très fort. Mais néanmoins, on est dans une très belle dynamique régionale. En termes de budget, donc tableau de droite, sans surprise, c'est l'Île-de-France qui concentre plus de la moitié du budget du mécénat, plus de 50%. Et on a donc Rhône-Alpes en 2e position et l'Auvergne donc au 9e rang. Comme je vous le disais, nous sommes sur le podium en termes de montant de dons moyens. L'Auvergne est donc la 3e région où les entreprises sont les plus généreuses. Alors, je dirais que comme tous les chiffres, il faut savoir les relativiser. En effet, on sait qu'en Auvergne, il y a des entreprises qui pèsent beaucoup dans ces données en termes de mécénat.
Mais finalement, je dirais que ça démontre aussi qui nous sommes et ce que l'on est, qu'est-ce que la culture auvergnate. C'est-à-dire que les entreprises qui s'engagent dans le mécénat, elles le font à 300%. Et les chiffres nous montrent qu'elles ne le regrettent pas et qu'elles continuent, qu'elles poursuivent leur action, puisqu'on a des chiffres qui sont vraiment tous en hausse. Donc, c'est plutôt des données très positives pour poursuivre dans cette belle dynamique. Et je vais donc rendre la parole à Marion, qu'elle termine pour nous remettre tout ça dans le contexte un peu plus, je dirais, dans le contexte national. Exactement, là, vous devez voir sur votre écran la carte de France. Donc, c'est le taux de mécénat pour chaque région, le taux d'entreprises qui ont déclaré des dons. Donc, on voit qu'il y a certaines régions qui sont vraiment pionnières, hein, notamment les Pays de la Loire, avec 9,5% d'entreprises mécènes. La Bretagne aussi, avec 7% d'entreprises mécènes. Vient ensuite le Centre-Val de Loire, 6,5%. Ensuite, il y a la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne-Franche-Comté, ex aequo. Puis le Grand Est, et vient ensuite Auvergne-Rhône-Alpes avec 5,6% d'entreprises qui déclarent des dons. Donc voilà, donc vous êtes à peu près en milieu de tableau, mais je dirais que cette carte, elle ne reflète pas le dynamisme au global de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que comme on l'a vu, il y a quand même des chiffres qui sont très positifs. 11% du budget, l'Auvergne-Rhône-Alpes compte pour 11% total du budget total du mécénat, et il y a quand même 15% des mécènes de France qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est quand même une région très importante et très dynamique en termes de mécénat. Donc voilà, vous n'avez pas à rougir. Et puis l'Auvergne, comme on l'a dit, a vraiment de beaux mécènes, et même s'il y a une belle marge de progression, on voit qu'il y a un engagement important en Auvergne. Donc voilà, je pense que l'idée, c'était pas de vous assommer de trop de chiffres, mais maintenant de donner la parole à des témoins, des acteurs locaux du mécénat en Auvergne, justement pour avoir des exemples concrets de ce qui se fait en termes de mécénat en Auvergne. Et on espère que ça donnera envie à de nouveaux chefs d'entreprise de se lancer dans le mécénat. Et puis ça pourra poursuivre la belle dynamique qui est déjà à l'œuvre en Auvergne. Donc Marion, je te laisse la parole pour animer cette table ronde. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, après ces mots d'introduction et ces chiffres du mécénat en France et en Auvergne, on va passer au témoignage de chefs d'entreprise, et on va commencer avec vous, Xavier Aumerin. Alors Xavier Aumerin, vous êtes l'actuel PDG du groupe Aumerin. C'est un groupe qui a été créé en 1959 et qui est aujourd'hui le premier fabricant mondial de câbles pour sécurité de conditions extrêmes, le premier tresseur européen de fil de fer et le premier fabricant national de câbles sécurité incendie. Alors, le groupe Aumerin, c'est également plus de 1700 collaborateurs qui sont répartis sur 15 sites de production, 10 en France et 5 à l'international. Et vous vendez vos produits et les exportez dans plus de 120 pays. Alors, vous définissez généralement le groupe Aumerin comme une entreprise familiale. C'est une entreprise qui a d'ailleurs reçu le premier prix national de l'entreprise familiale en 2018. C'est une entreprise qui est ancrée sur son territoire, dont le siège reste et a toujours été à Ambert. Donc ma question, c'est en quoi le territoire est-il un facteur, un élément majeur de votre engagement en tant que chef d'entreprise? D'abord, bonjour à toutes et tous, et merci de cette invitation à cette restitution. Alors, le territoire rural sur lequel notre siège et notre usine principale sont implantés a vu naître l'entreprise, comme vous l'avez dit, depuis ses tout débuts en 1959. C'est aussi le territoire de mes ancêtres, tous artisans, industriels, depuis presque 10 générations. Et donc, il n'était pas très étonnant que je sois attaché viscéralement à cette région du Livradois-Forez. Et c'est pourquoi je me suis engagé d'année en année un peu plus pour encourager toute forme d'action culturelle, patrimoniale, éducative. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que dans la vie d'un entrepreneur, il y a le temps du projet entrepreneurial et industriel, et puis ce temps-là, en fait, il amène l'entrepreneur lui-même à une certaine maturité, et il amène l'entreprise à une certaine maturité.
parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la première préoccupation du chef d'entreprise quand il arrive à son bureau, et en particulier les premières années, c'est certainement pas de faire du mécénat. C'est-à-dire que dans l'ordre des priorités, le souci du mécénat, il arrive très loin derrière tout un tas d'autres considérations et un tas d'autres préoccupations. L'entrepreneur, il est là pour créer de la richesse, il est là pour créer de l'emploi, il est là pour pérenniser son entreprise. Et je pense qu'avant de penser à ce qui constitue la redistribution des profits ou la redistribution et le partage, il pense d'abord à asseoir son entreprise sur un modèle économique qui soit pérenne. Et c'est quand il a le sentiment d'avoir accompli cette tâche qu'il va chercher une autre manière peut-être de se réaliser. C'est-à-dire que le temps du partage et le temps de l'action de mécénat, personnellement, moi, j'ai distribué des chèques de 100 à 500 francs pendant 15 à 20 ans à tout un tas de petites entreprises pour rendre service, mais c'était plus pour dire, bon, ok, je vous donne un petit coup de main, mais j'ai autre chose à faire. Vous voyez, c'est juste, il faut savoir que ça fonctionne comme ça. Les journées sont déjà assez longues et il faut qu'on passe, avant de passer à quelque chose de plus structuré, il faut déjà que l'entreprise elle-même soit structurée et assise sur un modèle pérenne. Et justement, du coup, je me permets, vous dites que vous avez structuré votre stratégie de mécénat. Aujourd'hui, vous êtes mécène de festivals de musique classique, de musique jazz, country, vous êtes sponsor de l'ASM Clermont. Vous rénovez également le moulin de Noirat, qui est un moulin situé à Ambert, pour en faire un lieu culturel. Comment, en fait, vous avez défini cette stratégie de mécénat? Et vous avez créé il y a peu la fondation d'entreprise Aumerin. À quoi cette fondation, entre guillemets, sert et est-elle utile dans votre stratégie de mécénat au quotidien? Alors, effectivement, nous avons créé cette fondation en 2015. Le déclencheur de cette création, c'était effectivement le coup de cœur pour un moulin du XVIIe siècle qui est à 6 km d'Ambert, dans une ancienne région papetière où il y avait énormément de moulins au XVIIe, XVIIIe, des moulins à papier. Et ce coup de cœur, ça a été le déclencheur de la création de la fondation parce que le budget pour le restaurer était forcément important et il fallait qu'on envisage une structure qui nous permettait de faire un petit peu d'optimisation fiscale et de mener à terme cette restauration qui atteint un budget d'environ 6 millions d'euros. Donc ça, c'était le déclencheur. En même temps, nous avons poursuivi toutes les actions à l'égard de la protection du patrimoine, au niveau culturel, au niveau éducatif. Alors quand je dis éducatif, le sportif, bien sûr, est très fédérateur de la dimension éducative. D'ailleurs, à cet égard, beaucoup font la confusion entre sponsoring et mécénat. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Notre partenariat avec la SM Clermont-Auvergne est un partenariat de sponsoring. Donc, le budget est une charge dans l'entreprise, alors que l'action de mécénat est un calcul fiscal au bout du bout. Et le sponsor attend des retombées et attend une contrepartie à la hauteur du budget qu'il investit. Alors, ces contreparties, elles ne sont pas toujours, elles peuvent être tout à fait intangibles, c'est-à-dire que ça peut être des retombées de notoriété, ça peut être un certain nombre de choses, mais c'est une discussion, c'est un contrat d'affaires, le sponsoring. Et donc, on paye une somme et on espère avoir un retour qui équivaut à la somme investie. Même si, bien entendu, derrière tout ça, il y a l'idée de soutenir notre club fétiche préféré, le porte-drapeau de tous les Auvergnats et à titre personnel aussi une passion pour le rugby. Ensuite, le mécénat, nous, pour ce qui nous concerne, et c'est dans l'objet de notre fondation, c'est le patrimonial et culturel en priorité, et ensuite l'éducatif et le caritatif
sous formes diverses, mais qui sont énormément orientés vers les associations locales, autour de notre siège, bien entendu, et aussi autour, et c'est ça qui est important aussi pour notre personnel, autour de tous les sites de production dans les régions et dans les zones de tous nos sites de production. Il faut aussi que tous nos personnels, y compris sur nos usines à l'étranger, sentent qu'on s'engage dans une action citoyenne là où les salariés s'investissent et travaillent. Très bien. Et une petite dernière question. À la lumière des chiffres du mécénat en Auvergne qui ont été présentés juste avant, quel est votre sentiment? Est-ce que vous pensez que le mécénat en Auvergne peut s'étendre et se développer davantage? J'en suis persuadé. J'étais très étonné des chiffres que j'ai vus et découverts, ce qui démontre d'ailleurs le civisme des Auvergnats et le civisme des Français en général pour l'intérêt général. Je suis persuadé que… Alors, il faut aussi être réaliste. L'encouragement fiscal a été certainement un déclencheur de ces gestes des entrepreneurs vers le monde associatif et vers les actions d'intérêt général. Je crois que c'est bien. J'espère que ça va perdurer. J'espère même que ça va encore progresser. Je suis persuadé que l'Auvergne, comme on le voit, non seulement n'est pas à la traîne des autres régions françaises, mais que de plus en plus d'entrepreneurs sont sensibles à ce qui les entoure. C'est-à-dire, c'est cette notion d'entreprise qui n'est plus seule au milieu du monde et qui ne vit plus seule en autarcie, mais qui vit dans la cité, qui vit avec les gens, qui vit dans les villes et qui participe de la vie, pas seulement économique, mais de la vie culturelle et de la vie éducative de tous les endroits où ces entreprises sont implantées. Merci beaucoup, Monsieur Aumerin, pour votre témoignage et d'être parmi nous aujourd'hui. On va passer à la deuxième entreprise. C'est l'entreprise Peretti, une entreprise qui a été créée en 1893 à Arlan, spécialisée à la base dans la plâtrerie peinture. En 2005, Hugues Hortefeux, vous avez repris les rênes de l'entreprise et vous avez développé les corps de métier qui la constituent, notamment avec tout ce qui est plomberie, menuiserie, électricité. Votre siège social, il est désormais au Puy-en-Velay, mais vous conservez une agence à Arlan et une agence également à Clermont-Ferrand. Alors déjà, ce qui est génial, c'est que vous prouvez que le soleil brille en Auvergne et ça, c'est bien via votre image. Alors, la première question, elle peut paraître un peu surprenante, mais je pense que ça permettra à toutes les personnes qui nous écoutent de mieux comprendre l'entreprise Peretti. Sur votre carte de visite, il n'y a pas écrit président, directeur général, gérant ou autre. Il y a écrit chef d'orchestre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bonjour à toutes et à tous. On passait après ce grand chef d'entreprise qui est Xavier, c'est difficile, et qui est un grand mécène. Chef d'orchestre, en fait, c'est venu il y a un peu plus de 20 ans. J'ai rencontré un chef d'orchestre qui était tout jeune et qui m'expliquait que son rôle à lui, alors qu'il jouait moins bien du violon que le violoniste, moins bien du piano que le pianiste, moins bien du triangle que le joueur de triangle, il fallait qu'il anime tout ça et qu'il fasse donner le meilleur de chacun en étant moins bon qu'eux. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est vraiment le rôle du chef d'entreprise. Moi, je ne sais pas tenir un pinceau, je ne sais pas construire une cloison en plaque de plâtre. Et malgré tout, mon rôle, voilà, c'est d'animer et que chacun, du fin fond de son chantier, il a envie de travailler le mieux possible par une impulsion, par une énergie que je puisse faire passer. Donc voilà pourquoi chef d'orchestre plutôt que chef d'entreprise. Très bien, moi je trouve ça très beau. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours votre carte de visite, même si je vous connais très bien, je trouve ça très beau. Vous vous engagez énormément dans la vie locale, vous soutenez différentes associations qui sont présentes sur le territoire. En quoi ce soutien aux associations et aux porteurs de projets locaux fait vraiment partie de votre ADN d'entreprise? Alors, c'est vrai que j'étais étonné par les chiffres, parce qu'en fait, quand on dit qu'il y a moins de 6% d'entreprises qui donnent, en fait, ça m'a surpris. Pour l'entreprise Peretti, alors, comme l'a dit Xavier, ça se construit dans le temps, parce qu'au début, quand on reprend l'entreprise, on a le souhait
la pérenniser, de pérenniser les emplois. Mais comme l'a dit Nicolas Néger tout à l'heure, c'est rendre au territoire ce qu'il nous a donné. Et vraiment, dans notre métier, moi, toute mon activité se fait localement. Quand on rénove un bâtiment, quand on construit un immeuble, ça se fait localement. Donc, on vit grâce aux acteurs privés, on vit grâce aux acteurs publics. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment dans notre rôle de dire, il faut leur rendre à ce territoire, il faut rendre à ce territoire ce qui fait sa force, ce qui fait son dynamisme. Et donc, je considère vraiment que c'est dans mon rôle de redistribuer ce que je peux faire modestement à l'échelle de mon entreprise. Et vous dites justement sur le site internet de votre entreprise, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, qui dit le sens de l'histoire est de travailler avec son territoire. Qu'est-ce que vous entendez par là et en quoi c'était important pour vous, pour une entreprise à la base de plâtrerie, peinture, d'écrire justement cette phrase sur votre site internet pour faire connaître votre entreprise à des gens qui ne vous connaissent pas? C'est dans la lignée. Donc, cette phrase-là, je l'ai eue quand on a construit notre nouveau siège à côté du puits, où il était hors de question que je fasse travailler des entreprises, des bureaux d'études extérieurs au département ou à notre région. Et lui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre d'être dans un département difficile et autre si nous, on n'est pas acteurs à notre façon de faire travailler les gens du territoire. Xavier, qui passait juste avant, est un exemple fabuleux pour ça. Vraiment, il est attaché à Ambert et il fait travailler le territoire d'Ambert de façon formidable. Donc vraiment, c'est ça. Si on ne fait pas travailler notre territoire va mourir, va s'appauvrir. Donc, il est de notre rôle de faire travailler notre territoire pour avoir une vision dans la durée du développement économique. Très bien. Et une dernière question qui ressemble peut-être un peu à celle que j'ai posée à M. Aumerin juste avant. Quel est votre sentiment par rapport aux chiffres du mécénat en Auvergne qui ont été présentés? Et est-ce que vous vous considérez comme un ambassadeur du mécénat en Auvergne? Je n'avais pas vraiment le sentiment d'être un ambassadeur du mécénat. Quand je vois les chiffres, je me dis peut-être que je suis un ambassadeur finalement, parce qu'au global, on est bien au-delà de ça. En tout cas, je peux être un ambassadeur de défendre auprès de mes collègues chefs d'entreprise le fait de donner aux associations qui le méritent. C'est pour ça que nous, on a créé en fait, un petit questionnaire en interne quand un de mes collaborateurs vient me voir pour dire ça serait bien qu'on donne à tel club, à telle association ou autre. Alors, en fait, il y a un questionnaire où il se mouille pour expliquer pourquoi, c'est quoi la vocation, pourquoi lui, c'est important pour lui. Donc, on est vraiment dans ce rôle-là. Et c'est important que le mécénat soit une politique du chef d'entreprise, mais que ça ne soit pas que lui, que ça soit quelque chose qui rayonne et que, voilà, je me viens en tête un de mes jeunes chefs de chantier qui aide un club de sport, et il m'a demandé si on pouvait les aider. Il est très fier de voir que Peretti aide son club et se dire ça aide à rayonner et que l'image de l'entreprise va bien au-delà de son histoire purement professionnelle. Très bien, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous. Après ces deux témoignages de chefs d'entreprise, on va maintenant passer à la partie table ronde. Cette partie table ronde va nous permettre de nous intéresser à des secteurs plus particuliers du mécénat d'entreprise. Alors, on parlera culture, on parlera santé et on parlera également d'une nouvelle forme de mécénat collectif via l'exemple du fonds de dotation ASM Impulsion. Donc, on va commencer par la culture. Alors, évidemment, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je suis très heureuse d'accueillir Lila Forcade, directrice générale de l'Orchestre national d'Auvergne. C'est un label, cet Orchestre national, qu'il a obtenu en janvier 2019. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'Orchestre national d'Auvergne, c'est un orchestre de chambre qui est reconnu dans le monde entier pour sa qualité musicale et qui, malgré de nombreuses tournées internationales, reste tout de même très attaché à son territoire avec des actions et des concerts en Auvergne et à Clermont-Ferrand plus particulièrement qui permettent à tous les publics de profiter des bienfaits de la musique. Et l'Orchestre national d'Auvergne a créé son club d'entreprise, le club d'entreprise Rio, en septembre 2019.
Et donc, c'est pour ça que ça me permet de faire la transition avec Cédric Serre que nous accueillons également aujourd'hui, qui est un des membres fondateurs de ce club d'entreprise Brio, via votre entreprise SR Développeur. Alors, je vous laisse la parole. Cédric, Lila continuera ensuite pour nous expliquer pourquoi c'était important pour vous de vous engager dans le mécénat d'entreprise et notamment dans ce club et de nous donner toutes les indications qui vous paraissent intéressantes et nécessaires pour nous expliquer vos actions de mécénat. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Bien écoutez, en fait, nous sommes une entreprise locale, familiale, une jeune trentenaire qui vient d'avoir ses 30 ans au mois de février. La société a été créée par mon père il y a donc 30 ans. Je suis revenu, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années sur Paris et je suis revenu travailler avec lui pendant un premier temps en 2007 et reprendre définitivement la structure en 2013. La rencontre avec l'Orchestre national d'Auvergne, c'est en fait, nous avons 3 activités. Nous avons une activité de promotion immobilière où nous sommes orientés sur tout ce qui est tertiaire principalement, bureaux, entrepôts, locaux commerciaux, une activité de transaction où nous faisons de la commercialisation de locaux existants et une activité de maîtrise d'œuvre. Dans le cadre de notre activité de transaction, on voulait fêter nos 10 ans et nous cherchions un endroit pour faire cet événement. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Lila, puisque je suis venu au théâtre de Clermont pour voir une salle qui est assez exceptionnelle. Et ça n'est pas uniquement une salle exceptionnelle que j'ai vue, c'est une femme exceptionnelle que j'ai rencontrée, qui présentait, avec qui j'ai eu l'occasion en fait de discuter de l'orchestre. Cette rencontre était organisée par Phébus Communication. On a découvert en fait un certain nombre de similitudes entre nos structures qui au départ pouvaient sembler assez éloignées. Et pourtant, quand on voit innovation, bien-être et excellence sur les valeurs de l'Orchestre national d'Auvergne, ce sont des valeurs que nous défendons au quotidien depuis des années. Pour l'imager très brièvement, l'innovation, nous avons fait le premier bâtiment à BBC en 2012. Nous avons livré notre premier bâtiment à énergie positive l'année dernière. Le bien-être, c'est le bien-être au travail. La QVT à l'époque, la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, c'est un thème qui est d'autant plus important en ce moment avec le recours au télétravail et tout ce que l'on peut voir à ce titre-là. Donc, nous sommes très engagés là-dedans. Et enfin, l'excellence. L'excellence, pour nous, elle s'est traduite par un certain nombre de prix remis par la Fédération des promoteurs immobiliers. Mais donc, il était surprenant, lors de cette rencontre, de découvrir que nous avions très exactement ces valeurs en commun. Alors, ça a été un engagement personnel plus qu'un engagement d'entreprise au départ. Je dirais que mes collaborateurs étaient un peu surpris. Nous sommes une TPE, j'ai une douzaine de salariés et un associé. Ils étaient un peu surpris parce qu'ils m'entendaient plus souvent parler de l'ASM que nous avons déjà évoqué, ou de dégustation de vin. Et en fait, il faut dire que j'ai une certaine sensibilité musicale parce que j'ai une formation classique au départ. Je me suis un peu éloigné de tout ça, mais j'ai joué du piano pendant de longues années. Et puis, en fait, quand j'ai découvert l'Orchestre national d'Auvergne, j'ai découvert un certain nombre d'actions qui m'ont beaucoup plu. Il y a très souvent une image assez élitiste de la musique classique. Or, quand on voit les actions organisées par l'orchestre, je pense notamment aux baby-concerts, des concerts qui sont faits pour les plus jeunes, pour pouvoir découvrir la musique et les instruments, quand on voit les Midnight Music. Alors, j'en parle avec un peu des trémolos dans la voix parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Midnight Music, ça consiste à installer des fat boys en plein milieu des musiciens, de s'installer et de vivre la musique de manière très immersive,
Je pense à la diffusion en direct dans des salles des fêtes, dans des communes, pour des villages qui n'ont pas l'occasion je dirais de pouvoir se déplacer, forcément de venir à Clermont-Ferrand au théâtre. Donc tout ça, notre société SR Développeurs souhaitait y participer. Cette image un peu de contre-pied, de souhait de l'Orchestre national d'Auvergne par rapport à une image un peu traditionnelle, ça correspond aussi à notre manière d'être au niveau de l'entreprise. Et donc, on avait cette similitude et il était facile et plaisant de porter ces valeurs. Merci beaucoup, Cédric. Je vais du coup passer la parole à Lila pour répondre un peu à ça du côté de l'Orchestre national d'Auvergne et peut-être nous dire aussi si vous avez vu, vous, en tant que directrice générale, depuis que vous êtes à la tête de l'orchestre, des évolutions dans le mécénat culturel de manière générale. Il faut rallumer le micro, Lila, pardon, excusez-moi. Bonjour à tous. Oui, merci Cédric pour ton témoignage et je dois dire pour poursuivre que c'est vrai que c'était une belle rencontre, que c'est intéressant d'avoir créé un club d'entreprise avec toi, on va en parler après. C'est toute une question de réseau et de relations. On a Marie-Luce, je rends hommage à Marie-Luce Boson qui était visionnaire aussi, qui nous a mis en relation et qui a pu comprendre qu'on avait tous ces points en commun. Voilà, donc pour parler du mécénat, depuis quelques années, il se développe bien. On a pu, je pense que ça va de pair avec l'activité de l'orchestre qui s'est repositionné. On a fait un point sur les valeurs de cet orchestre. C'est un orchestre, donc brièvement, je voudrais rappeler, qui est vraiment, c'est toujours gênant de dire ça comme directrice générale, mais c'est vraiment un orchestre exceptionnel, c'est une pépite. Dans le milieu musical en France, on dit que c'est une Rolls-Royce. Et moi, ce qui m'a vraiment stimulée et donné envie de prendre ce projet à bras-le-corps, c'est de le faire reconnaître, cet orchestre. Voilà, nul n'est prophète en son pays. Alors, on a des partenaires magnifiques, on a des partenaires institutionnels qui soutiennent l'orchestre depuis sa création. Bientôt 40 ans, il y a le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, il y a la ville de Clermont-Ferrand, Clermont Communauté, il y a la DRAC. Et ils ont des attentes très fortes. Pour nous, on a des cahiers des charges, on doit rayonner à l'international. Ça, c'est un outil important pour ses partenaires, le rayonnement international, mais on s'est rendu compte qu'en ayant coché cette case, en étant reconnu vraiment internationalement, l'orchestre effectue des tournées chaque année, et je peux remercier la Fondation Michelin qui nous soutient principalement sur les tournées. Il y avait ce besoin d'approfondir notre présence sur le territoire. Et du coup, on s'est mis dans un prisme différent. On s'est dit, qu'est-ce que les gens attendent? Pourquoi est-ce que le public ne vient pas au concert? Quels sont les a priori, etc. Et on a construit un projet artistique qui est à l'écoute des gens, avec des projets qui se déclinent. Donc, Cédric en a parlé pour les bébés. Donc, on a tout la tranche d'âge des jeunes parents, les trentenaires qui sont submergés par la petite enfance, qui ne sortent plus, etc. Et finalement, en faisant ces baby-concerts qui sont tout en plein, on n'arrive pas. Notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à en faire assez, et on ne peut pas faire que des baby-concerts, mais on a des témoignages de parents, par exemple, qui disent qu'ils découvrent la musique classique avec leur bébé. Ce sont des moments tout à fait bénéfiques, et ça, bénéfique, donc c'est le mot-clé de notre communication, c'est apporter du bien-être aux gens en déclinant nos projets artistiques.
Alors, ainsi, on a pu toucher de plus en plus d'entreprises mécènes qui se reconnaissent dans ces valeurs. L'excellence de cet orchestre, ça c'est une valeur sûre, c'est une valeur fondamentale qui est dans son ADN. Depuis le départ, quand l'orchestre a été créé, c'était voulu ainsi. On a un des concours de recrutement qui est les plus exigeants au monde pour entrer dans cet orchestre. Et donc, on a des grands solistes. En fait, parfois, les gens qui ne connaissent pas disent « Oh, c'est un petit orchestre, ils ne sont pas très nombreux, etc. » Je vais dire non. Justement, dans les gros orchestres, les musiciens se cachent comme derrière un arbre. On n'a pas forcément des gens très, très forts. Ici, dans cet orchestre, vous avez des solistes qui sont tous prêts à jouer sur le devant de la scène. Ce sont des gens passionnés, et c'est ça que j'aime. Ce sont des gens qui vont comme des grands sportifs, ils vont travailler 8 heures par jour leur instrument et j'ai plus de problèmes, moi, de tendinite et de troubles musculo-squelettiques qu'autre chose. Voilà, je dérive, mais voilà, donc on a l'innovation aussi qui est une valeur où les entreprises se retrouvent et le bien-être et la transmission, la proximité. Donc dans l'innovation, Cédric l'a évoqué, on a, avec l'appui d'une entreprise locale qui s'appelle Ici aussi, on a tenté la diffusion en direct dans des zones rurales d'Auvergne, des zones blanches où il n'y a pas de réseau Internet. Et on a réussi à faire des diffusions en direct de nos concerts avec interactivité, avec les smartphones. Et ça, non seulement c'est intéressant, mais ça crée du lien social. Ça a permis à des gens qui sont dans des petites communes de se retrouver dans la salle communale et de partager un moment convivial. Et je trouve que c'est pas mal plutôt que d'être chacun devant son ordinateur tout seul. Et on a aussi pu faire ça dans les hôpitaux. On a commencé à faire des diffusions en direct. Et ça, je trouve ça merveilleux que des personnes qui sont à l'hôpital, dans leur chambre, puissent suivre en direct un concert de l'orchestre. Voilà, donc on a beaucoup de projets, je ne veux pas tout balayer, mais pour te répondre, Marion, oui, le mécénat se développe parce qu'on s'adapte on est à l'écoute des entrepreneurs. Je pense qu'une fois qu'un entrepreneur est convaincu, après, on retrouve vraiment des liens de fidélité. Et puis, donc, pour glisser sur le sujet de l'actualité avec la pandémie, on peut se demander si le mécénat est menacé ou pas. Et en fin de compte, on voit que nos mécènes sont formidables, ils sont à l'écoute. Je veux vraiment les remercier. Je ne sais pas si je peux tous les citer, mais je crois que ce n'est pas possible. Mais bon, on a la Fondation Crédit Agricole, on a Groupama, on a SR Développeurs, bien sûr. On a le cabinet Barthélémy, Green Tech, la Caisse des dépôts, EDF, Phébus Communication, qui est notre... on fait du mécénat de compétences parce que vous l'avez cité, Marion, tout à l'heure. Hein, ça, c'est notre vraiment première expérience de mécénat de compétences avec Phébus. Et en plus, c'est une bonne fée qui nous a mis en relation avec Cédric. Voilà. Et donc, je peux dire que le mécénat se porte bien, même dans cette période où ce n'est pas évident pour remplir nos contreparties. Souvent, les contreparties, ce sont des projets où on peut réunir du public, où on peut faire venir des collaborateurs. Je pense à des répétitions publiques, à des concerts privés pour des mécènes, etc. Tout ça, c'est entre parenthèses. Mais
on essaie de se renouveler au fil du temps. Nous, notre activité en ce moment, elle est assez complexe puisque… Lila, pardon, excusez-moi, je vous laisse, je vais juste vous laisser terminer, évidemment, mais on va passer après, enfin c'est passionnant, hein, on aimerait bien passer 1 heure et demie avec vous, mais comme on a d'autres intervenants par la suite, je vous laisse terminer, et, évidemment, et puis après on va passer à un autre sujet. Bon alors, donc ce qui est grâce à Cédric, on a pu créer ce club et parce qu'on voulait que les mécènes, et ça c'est important pour vous tous, que les mécènes soient fédérés, créer un réseau d'entreprises qui partagent ces mêmes valeurs. Ça nous était, c'était cher à notre cœur, hein, Cédric, je pense que tu seras d'accord. Et puis on a derrière, on a cette idée d'auditorium. Ça c'est un combat, ça fait 40 ans que l'orchestre n'a pas d'auditorium, c'est le plus bel orchestre en France et il n'a pas d'outils de travail. En fait, quand les gens ne connaissent pas l'expérience d'entendre de la musique dans un auditorium, ils ne pensent pas qu'ils en ont besoin, évidemment. Donc, avec Cédric, on espère créer un groupe de pression, mais enfin un groupe d'entrepreneurs qui partagent cette vision et qui fait vivre cette idée. Et puis peut-être un jour, on y arrivera, on pourra concrétiser ce rêve. Nous y arriverons, Lila. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages très intéressants. Bon, comme je le disais, on pourrait passer plus d'1 heure sur seulement l'Orchestre d'Auvergne et le milieu de la culture, mais on va passer au secteur de la santé. Et je vais juste redonner la parole quelques minutes à Marion Baudin pour nous donner peut-être quelques chiffres un peu plus particulièrement sur la santé, qui est un secteur évidemment qui pose beaucoup de questions en ce moment. Oui, c'est vrai que c'était important pour nous de faire un petit focus sur ce secteur de la santé en temps de pandémie et puis d'entendre un acteur local pour qu'il nous dise un peu lui aussi son ressenti sur comment les mécènes ont réagi pour soutenir le secteur de la santé. Comme on le voyait tout à l'heure, le secteur de la santé en 2018, c'était 14% du budget du mécénat en France. Alors, on peut évidemment penser que dans le prochain baromètre qui sortira dans 2 ans, les chiffres auront augmenté puisqu'on voit les mécènes vraiment se resserrent là sur des thématiques santé et sociale. Bien que, comme vous le disiez, Lila, les mécènes sont aussi fidèles à leurs bénéficiaires traditionnels et les mécènes qui agissaient anciennement dans le secteur du sport, de la culture, heureusement, n'abandonnent pas les porteurs de projets qui soutenaient. Donc voilà, c'était juste un petit aparté sur la santé et c'était important pour nous de faire un petit moment pour donner la parole à un acteur de la santé sur le territoire. Oui, alors justement, nous accueillons Nicolas Couderas. Nicolas, vous êtes responsable du fonds de dotation ESCA du CHU de Clermont-Ferrand. Alors, ESCA, qu'est-ce que c'est? C'est Espoir Santé Clermont-Auvergne, un fonds de dotation qui a été créé en février 2018, qui a évidemment plusieurs objectifs, mais notamment d'améliorer les conditions de vie et la qualité de travail à la fois des patients, mais également des personnels de santé, de favoriser la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé et réaliser ainsi des activités culturelles pour les patients hospitalisés. Alors, je vous laisse la parole pendant un gros, 5 minutes, on va dire, voilà, pour nous expliquer un peu peut-être un peu plus en détail qu'est-ce que le fonds de dotation ESCA, je crois que vous allez nous parler également d'une action que vous avez menée avec le groupe Clépierre Centre Jaude. Et voilà, et pour nous dire aussi, quand on s'est parlé au téléphone, c'était très intéressant, ce que vous avez remarqué, on va dire, du Covid sur le mécénat pour la santé. Et ce n'est pas forcément la réponse auquel on s'attendrait. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Amical de nous accueillir et de nous permettre de nous exprimer, d'échanger, de se rencontrer entre mécènes, associations, fondations. C'est quelque chose d'intéressant et surtout d'avoir des remontées de chiffres parce que voilà, on s'aperçoit de pas mal de choses et puis on voit qu'il y a encore une marge de progression au niveau du mécénat assez importante. Quand on parle de 5,7% des entreprises qui sont mécènes, on s'aperçoit qu'il y a une très grosse marge et je pense surtout au niveau des TPE et PME, on peut essayer de fédérer, de trouver des solutions pour
pour proposer aux entreprises d'être mécènes, mais pas uniquement d'un point de vue fiscal, mais aussi d'un point de vue, je pense, de communication, parce que j'imagine que les entreprises TPE et PME peuvent espérer obtenir une communication de mécénat. Et ça, c'est, je pense, un point où il faut travailler dessus et proposer de plus en plus à ces entreprises de communiquer d'une façon différente. Pour revenir sur le fonds de dotation ESCA, donc Espoir Santé Clermont-Auvergne du CHU Clermont-Ferrand, il a été créé en 2018, tout simplement parce qu'on est parti d'un constat au niveau du CHU. On avait de moins en moins de dons spontanés qui arrivaient au niveau du CHU. Donc, on s'est dit, il faut créer un fonds de dotation afin de porter des projets et surtout d'avoir une lisibilité sur pourquoi donner, faire un don au niveau du CHU. Quand on a créé ce fonds de dotation, il est composé d'un conseil d'administration d'une 20aine de personnes, de professeurs, de cadres de santé, de responsables des patients. On a souhaité avoir une lisibilité, avoir une transparence auprès des donateurs. Et donc là, on a créé ce fonds de dotation en mettant plusieurs projets en valeur qui tournent autour de 4 axes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Marion, qui sont le bien-être des patients et du personnel hospitalier, la recherche, l'innovation et l'introduction de la culture au sein de l'hôpital. L'hôpital appartient à tout le monde, c'est un lieu public, c'est une maison citoyenne. Donc, on essaie de faire en sorte que ce lieu soit, que le séjour, je ne le souhaite à personne, mais que le séjour au sein de l'hôpital se passe du mieux possible et que ce soit, on va dire, plus agréable. Quand on s'est eu au téléphone, on a échangé sur une opération qu'on avait mise en place avec le Centre Jaude. En fait, le Centre Jaude nous a contactés pour nous dire, voilà, on aimerait nous aussi participer au soutien du personnel soignant en cette crise sanitaire. On aimerait mettre une opération en place, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont mis cette opération en place, on l'a mis conjointement. Quand les personnes, sur la période de Noël, achetaient une carte cadeau, 1 euro était reversé au fonds de dotation ESCA pour pouvoir justement participer à l'amélioration du quotidien du personnel soignant. Donc, cette opération-là a été mise en place. On remercie le Centre Jaude. Je remercie Julia, qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui. Je la remercie d'avoir anticipé sur cette opération-là. C'est une opération qui nous a permis de récolter une somme non négligeable, qui nous a permis d'avoir une visibilité. Et on a essayé derrière de rendre l'appareil au Centre Jaude en faisant une communication sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux, parce que là-dessus, et c'est ce que je disais au début de l'intervention, je pense que le mécénat, en plus d'une déduction fiscale qui est très importante, comme le disait tout à l'heure Monsieur Omérin, en effet, beaucoup d'entreprises sont poussées à faire du mécénat parce qu'il y a une déduction fiscale derrière. Mais je pense que les associations, les fondations, notre mission, c'est d'aider les entreprises à obtenir plus que cette déduction fiscale en faisant de la communication philanthropique derrière, en mettant en avant les entreprises pour autre chose que leur quotidien. Quand une entreprise va communiquer pour vendre un produit, un bien ou un service ou autre chose, elle va le faire en espérant un retour sur investissement. Au niveau du mécénat, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, à nous, en tant qu'association, de mettre en avant ces entreprises en leur proposant des solutions de communication. On parlait tout à l'heure de club de mécènes. C'est quelque chose qu'on aimerait nous mettre en place au niveau du fonds de dotation. La crise sanitaire passant par là, on va éviter de réunir 50, 100 personnes dans un même lieu. Je ne pense pas que ça soit très conseillé et très responsable ces temps-ci. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire. J'ai rencontré plusieurs acteurs du mécénat et je pense qu'il y a aussi une osmose et une solidarité, on va voir, entre les associations, les différentes associations, pour justement faire la promotion du mécénat auprès du tissu local économique. Et ça, j'espère, c'est dans le coin de ma tête, de pouvoir mettre en place vraiment une solidarité entre toutes les associations et tirer, entre guillemets, dans le même sens, pour justement aller auprès des entreprises et dire, voilà, le mécénat sur la région Auvergne existe
les entreprises sont très solidaires, les personnes sont solidaires. On peut faire encore mieux, encore plus. À nous d'accompagner, de donner des solutions justement aux entreprises en leur disant voilà ce qu'on peut mettre en place et voilà ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer dans un futur proche. Maintenant, pour parler de l'actualité sanitaire qui est le Covid, je pense l'interrogation, parce que beaucoup d'associations sont victimes, elles aussi, du Covid indirectement, c'est-à-dire beaucoup de donations, beaucoup de donateurs ont souhaité participer, mettre entre guillemets, être présent dans l'actualité, donc donner pour des actions liées au Covid. Nous, par exemple, au fonds de dotation SK, on a des projets liés à l'intérêt général qui ne sont pas forcément orientés sur le Covid à la base. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets qui vont être du soutien, des soins de support, des soins oncologiques de support. Ça va être l'achat de l'acquisition d'un véhicule auto-école pour des personnes lourdement handicapées. Donc, ce n'est pas lié au Covid. Donc, indirectement, nous aussi, on est victime sur ces projets-là. On a moins de dons. Et je pense que beaucoup d'associations ont remarqué ça, n'ont plus de dons parce que les entreprises souhaitent aussi participer, parce que l'actualité, tout de suite, on entend parler du Covid tout le temps, H24, et souhaitent participer, aider, accompagner le personnel soignant, la recherche liée au Covid. Ça va durer un certain temps et en effet, au bout d'un moment, on espère que ça va revenir à la normale et que beaucoup d'entreprises et beaucoup d'individus, parce qu'il y a aussi les individus qui font des donations indirectes, souhaiteront reparticiper au financement de projets autres que ceux qui sont liés au Covid. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre témoignage. Je vais relaisser la parole à Marie Manson pour la dernière table ronde. Merci, Marion. Alors, je vais donc demander à Monsieur Claude Michy et Monsieur Pascal Thibault de me rejoindre pour cette dernière partie de la table ronde qui concerne l'ASM Impulsion. Alors, peut-être pour commencer, une question qui va nous permettre de comprendre qui vous êtes et pourquoi on peut parler de dynamique collective. Donc, en 2019, vous avez créé le fonds de dotation ASM Impulsion, un fonds de dotation donc, qui a moins de 2 ans. Quelles en sont les raisons? Et je vais donc donner la parole dans un premier temps à Monsieur Pascal Thibault. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie, merci de cette occasion-là d'exprimer ce que nous avons cherché à faire. Dans ASM Impulsion, il y a ASM et il y a Impulsion. ASM, ça n'est pas que le rugby, même si c'en est le vaisseau amiral. Et là, ce dont on parle, c'est plutôt de la dimension omnisport de l'ASM. C'est d'ailleurs le club qui est plus que centenaire et qui, dès l'origine, dans une espèce de modernité assez intemporelle, parce qu'on en retrouve toute la valeur aujourd'hui, avait posé comme objectif à la fois d'initier et d'éduquer, le terme d'éducation des jeunes dans les objectifs du club. Il y avait la participation aux compétitions nationales et internationales, c'est la dimension compétitive du sport qui vient spontanément à l'esprit de tout le monde et qui est illustrée en tout cas en partie, mais brillamment par l'ASM Clermont-Auvergne, le rugby. Mais le troisième objectif, c'était d'encourager une pratique la plus large et la plus longue possible. C'est-à-dire que le triptyque fondateur en fait de l'ASM, c'était éducation, compétition et santé, si je l'exprime avec des mots d'aujourd'hui. Et on conserve toujours, et encore plus ardemment aujourd'hui, la conviction que le sport ne se limite pas à la compétition et au loisir, mais il permet d'atteindre ces 3 dimensions qui, d'un point de vue sociétal, malheureusement, je dirais presque,
sont de plus en plus prégnantes dans notre société actuelle. Voilà. Et donc, c'est sur la base de la conviction de cet impact sociétal majeur, positif du sport et de l'activité physique pour s'éloigner un peu de la compétition qu'est née cette idée. Le deuxième levier, élément déclencheur, c'est ce qu'était l'évolution de l'ASM. À l'origine, l'ASM était une initiative d'une entreprise, Michelin, qui est toujours le plus grand mécène en fait du club. Mais c'était presque Michelin pour Michelin au départ, et puis au fur et à mesure, le club s'est largement ouvert sur la ville. C'est un club maintenant qui est complètement ouvert et qui n'a plus du tout de spécificité Michelin au sens de personnel de l'entreprise Michelin. Voilà. On a 10% des adhérents qui ont un lien quelconque avec Michelin. Les autres sont les adhérents de la ville et du département, voire partiellement de la région. Voilà. Donc le deuxième terme, c'était impulsion. Impulsion, c'était, ça recouvrait l'idée suivante, de dire, mais après tout, l'ASM pouvait continuer à essayer de faire du mieux possible avec les ressources qui étaient les siennes, localement, pour les publics adhérents. Mais j'avais la conviction qu'on avait entre les mains un héritage qui valait beaucoup plus que pour le fonctionnement et la pérennité du strict club de l'ASM. Et donc l'impulsion, ça a été l'idée de se dire, mais cet héritage que nous avons entre les mains, que nous nous efforçons bien sûr de continuer à développer tous les jours, dans une dimension assez innovante, cet héritage, il doit pouvoir aider et se propager à l'ensemble d'un territoire pour permettre à ce territoire de bénéficier de la chance qu'on a eue, parce qu'il faut dire que c'est une chance de bénéficier du soutien d'une grande entreprise comme Michelin, ce qui a permis, par le biais autant du financement que des mécénats de compétences, j'ai bien aimé, c'est une dimension importante, d'arriver où il est et d'être reconnu avec un certain niveau de qualité, d'exigence, de dynamique, de fonctionnement, et donc d'impact positif sur la société. Donc, la source, ça a été ça. Ça a été de dire l'envie de propager, au-delà du périmètre strict des adhérents de l'ASM, les bénéfices du sport et de l'activité physique sur l'ensemble de la société, sur l'ensemble du territoire. Et pour faire court et répondre de manière courte à votre question, la modalité pour le faire, ça a été non pas de concevoir un fonds de dotation centré sur la recherche de financement pour le fonctionnement strict de l'ASM, mais plutôt d'aller chercher des leaders du territoire au travers du MEDEF, de la CPME, de la CCI, de la marque Auvergne dans ses différents patrons, et puis de personnes emblématiques du territoire comme Claude, à qui je vais laisser la parole. Voilà. Et donc, l'impulsion, en fait, elle devait être donnée par eux. Alors, il y a quelqu'un qui a été cité dans les initiatives précédentes, et je me fais un grand plaisir de citer aussi, c'est Marie-Luce Boson et Phébus Communication, parce qu'elle a aussi été une bonne fée dans la constitution de ce groupe. Voilà. Voilà, pour répondre très brièvement à votre question, les sources et les origines d'ASM Impulsion. C'est très clair, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Claude Michy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les causes soutenues par le fonds dotation, puisqu'on a bien compris que c'était un collectif au service finalement du territoire qui a vocation à apporter, comme Monsieur Pascal Thibault l'a dit, un impact positif sur notre territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les causes soutenues par ce fonds ? Bonjour à tous. Écoutez, je pense que Pascal a bien exprimé ce qu'est ce fonds de dotation qui est tout neuf, moins de 2 ans, qui est arrivé à un moment aussi un peu délicat avec la pandémie. Mais bon, ça fait partie malheureusement de la situation actuelle. Mais ça a quand même permis de mettre en place un certain nombre de choses autour du territoire. Et le principe, c'est aussi de permettre que le sport soit
pour la vie de chacun, un parcours de vie, mais surtout, on parle surtout de la santé, mais la santé, on l'a surtout grâce au sport, souvent, et on l'oublie dans toutes ses dimensions, pas uniquement de compétition, mais de loisirs, de déplacements quotidiens, de ne pas rester figé et de permettre aux gens d'éviter l'inactivité physique, parce que finalement, il y a beaucoup de sédentarité, etc. Donc, et tout ce qu'a mis en place l'ASM au niveau de l'omnisport aussi bénéficie au fonds de dotation parce qu'ils sont très en avance sur beaucoup de sujets. Et à partir de ce moment-là, c'est d'additionner, si vous voulez, un peu les moyens et les compétences de chacun et des structures. Et donc, ce qui a été fait aussi, c'est, exemple parfait, on a soutenu une association qui s'appelle Altis et on a accompagné des gens qui sont en situation de handicap pour pratiquer le sport, puisqu'il y a aussi des compétitions sportives pour les handicapés. Et donc, cette aide à apporter, ça permet aux éducateurs de faire les déplacements, d'entourer leurs sportifs, etc. Et je pense qu'il y a cette notion aussi du vivre ensemble, parce qu'on parle des valides, des gens qui sont en handicap, et souvent, on met des barrières. Vous savez, chaque communauté vit à sa façon, et je pense que la richesse qu'il y a chez nous dans le territoire, c'est de vivre ensemble et d'essayer d'aider les uns et les autres avec les compétences qui peuvent exister dans différents domaines pour apporter à l'autre quelque chose. Je pense que ça, c'est très important. Moi, je reviendrai aussi sur ce qu'a dit Nicolas Couderas, la DESCA. Je pense que cette notion, je dirais, dans le vivre ensemble, ce serait effectivement que le soutien au mécénat et aux actions de mécénat ne soient pas, entre guillemets, séparés. Il faudrait presque faire un collectif, si vous voulez, être un peu innovant aussi. Hein. Nous, on a fait un certain nombre de choses ici, dans d'autres domaines, où notamment avec l'ASM et le Clermont Foot, on a innové en faisant un centre de formation partagé, mais c'est l'exemple qui est la première action qui a été faite dans le sport professionnel à ce niveau. Mais je crois que cette notion de vivre ensemble est quelque chose d'essentiel. Et on a la chance, avec l'ASM et avec Michelin, d'avoir, je dirais, cette richesse, cette excellence qui permet d'être développée dans tout un tas de domaines. Et donc, moi, je suis admiratif de tout ce que vous nous avez dit ce matin, parce que ça apporte vraiment beaucoup de lumière à l'ombre que j'avais sur le mécénat et à tout ce qui se passe, je dirais, que ce soit Xavier Omoin ou notre ami Hortefeux, je dirais que tous ces gens-là sont dans le même sens. Et c'est bien que la route soit commune aussi et permette d'envisager. On a vu que le territoire auvergnat était quand même bien placé sur tout un tas d'éléments pour aider les autres. Et cette notion de mécénat me paraît être essentielle. C'est aussi promouvoir la pratique du multisport pour les jeunes, avec je dirais, non pas en monoculture sportive, mais de découvrir tout un tas d'activités qui, on sait que les jeunes ont plutôt tendance à être maintenant devant des PlayStation et d'autres choses que de l'activité pure. Et donc ça, c'est un vrai sujet de santé, on parle d'obésité, on parle de tout un tas de choses. Et je pense qu'il faut continuer, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et, entre guillemets, aide l'autre. C'est l'objectif, à mon avis, du mécénat, c'est surtout ça, c'est d'aider les autres. Merci beaucoup. C'est en effet cette notion vivre ensemble est fondamentale et le mécénat est au service, entre autres, de ce point-là. C'est un très beau témoignage. Merci beaucoup. Le temps nous manque légèrement. Je vais passer très rapidement la parole à Marion Baudin qui voulait aussi intervenir sur cette notion de collectif et au sein d'un territoire pour ensuite laisser quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci. Très rapidement, je voulais rebondir sur cette notion de collectif parce que nous, c'est quelque chose qu'on constate vraiment à l'échelle nationale. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent vers nous en disant on a envie de faire des choses en collectif à l'échelle de notre territoire, mais on ne sait pas trop par où commencer. Donc, sachez qu'en fait, on le sent, il y a déjà des pionniers un peu partout en France qui se sont fédérés. Ce sont des entreprises, par exemple, je pense au collectif Mécène-et-Loire, qui est un collectif de 22 PME qui s'est fédéré
sur le département du Maine-et-Loire et qui ont créé une fondation d'entreprise pour soutenir des projets sur leur département. Il y a aussi, par exemple, un collectif comme Bordeaux Mécènes Solidaires, qui est un fonds de dotation, qui est un tiers de confiance entre des entreprises qui veulent s'engager et qui donc collectent des fonds et les redistribuent aux associations du territoire. Il y a plein d'autres structures comme la Fondation de Lille. En tout cas, sachez que ça se développe, ces fondations territoriales qui veulent un peu prendre de la hauteur à l'échelle de leur territoire, identifier quels sont les besoins prioritaires du territoire et y répondre collectivement, soit entre les entreprises, soit ça peut être aussi un lien entre les entreprises et la collectivité qui essaye ensuite d'identifier et de répondre aux besoins du territoire. En tout cas, sachez qu'Admical, nous, on lance un incubateur de projets de mécénat collectif parce qu'on sent qu'il y a des besoins et que les gens, en tout cas dans la phase d'amorçage, c'est pas facile de créer un collectif de mécènes. Ça demande un peu de temps pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la cause qu'on veut soutenir, est-ce qu'on veut être transcause d'ailleurs ou est-ce qu'on veut avoir une cause en particulier, quel territoire, quelle gouvernance, quel modèle juridique, etc. Donc voilà, nous, à Admical, on lance un incubateur de collectifs de mécènes parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin d'aide pour aider à l'amorçage à se structurer. Donc, sachez qu'en tout cas, ça existe sur d'autres territoires et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut en reparler. Je repasse la parole peut-être à Valentine si jamais il y a des questions, mais des questions des intervenants. Bonjour à tous. Alors, on a une première question plutôt pour les entreprises mécènes en lien avec la crise sanitaire. Savoir si vous envisagez de maintenir le montant de vos dons ou si la crise a influé sur cela. Peut-être Cédric, si vous voulez prendre la parole sur cette question, et ensuite Xavier Aumerin, très très rapidement. Écoutez, nous, ça ne changera rien. Nous restons sur les mêmes montants. Nous avons un engagement qui est prévu sur plusieurs années. Il se trouve que notre activité se passe sur plusieurs années, donc je pense que c'est plus facile à organiser peut-être que d'autres secteurs. Oui, idem, on va rester sur la même ligne budgétaire, sur les mêmes engagements qui sont des engagements de long terme. Même si le plafond de défiscalisation sera forcément un peu plus bas parce qu'on a, comme beaucoup d'entreprises, perdu certains volumes d'affaires dans certains secteurs. Mais voilà, je crois qu'il faut essayer de se projeter. On va rester positif et optimiste sur tout ça. Est-ce que, Valentine, il y a d'autres questions ou pas? Il n'y a pas d'autres questions. Donc, du coup, je vais conclure cette matinée d'échanges, d'expériences et de témoignages. Je voudrais déjà remercier tous les intervenants qui ont été parmi nous aujourd'hui. Vous nous avez donné du temps, mais vous nous avez aussi donné des idées et des perspectives, et c'est ce qu'on pouvait attendre de plus beau. Je voulais également remercier tous nos relais de communication et nos partenaires qui ont relayé cet événement, qui nous a permis d'être parfois jusqu'à 80 sur cette restitution. Donc c'est très bien. Je voulais également remercier Valentine et Marion Baudin pour leur patience et leur gentillesse dans cette organisation avec nous. Vous faites un travail formidable au quotidien au niveau national et territorial, et on a vraiment de la chance d'avoir pu organiser ça avec vous. Évidemment, je voulais remercier Marie Manson. C'est un réel bonheur de travailler avec elle et ça fait du bien. Et évidemment, je voulais tous vous remercier, vous qui avez été à nos côtés pour cette matinée d'échange. Je voulais juste terminer en citant quelques mots de Marie-Victoire Abou, qui est la nouvelle déléguée générale de Admical, qui dit que voilà, le mécénat, c'est une force dans sa capacité de faire vivre et grandir les institutions et les projets au bénéfice de toute la société. Mais le mécénat, c'est aussi une force dans la nature des relations que le mécénat qu'il crée, puisque la relation de mécénat, elle questionne et elle motive les valeurs de chacun, et c'est très beau, mais le mécénat, c'est également une force dans son pouvoir de transformation de la société, puisqu'il conduit le porteur de projet à se structurer, mais conduit également l'entreprise à prendre des risques et à sortir des sentiers battus. Et enfin, le mécénat, il a une force dans sa capacité à se renouveler, à innover, à se réinventer. Il y a 15 ans, quand on parlait mécénat, on parlait de mécénat financier.
Aujourd'hui, on parle de mécénat en nature, de mécénat de compétences, de mécénat public-privé, de mécénat participatif, de mécénat collectif. C'est vous dire à quel point le mécénat a évolué et c'est vous dire aussi que ce n'est pas fini et que je pense que la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui le prouve, que le mécénat va encore évoluer pour notre plus grand bonheur et ça sera un challenge. Donc, j'espère que vous serez tous à nos côtés pour relever ce challenge. Si vous étiez convaincus par le mécénat avant de nous rejoindre pour cette matinée, j'espère que vous l'êtes toujours. Si vous ne l'êtes pas, j'espère que vous l'êtes maintenant. En tout cas, Marie et moi-même, on est à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez. Et nous essaierons évidemment d'organiser un second événement sur l'année, sûrement au second semestre. J'espère que cette fois-ci, ça sera en présentiel. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée qui sera, j'imagine, riche en pensées après cette matinée d'échange. Voilà, merci à toutes et à tous.